Et pour ça, les filles aiment ça. Oui. Alors, j'ai créé un problème comme ça. Il va dire à maman, non. Quand tu as vu, il a fait, moi j'étais médicalement. Il faut pousser maman de c'est un électricien, tu lui dis de faire slam. Il va te dire ici tout de suite, avant toi j'étais dans le noir, tu es l'ampoule qui a éclairé ma vie. Nous deux on se comprend parce qu'il y a le courant qui passe. On ne peut jamais te discuter parce qu'il n'y a pas de tension. Non. C'est pour vous dire que c'est compliqué. Et la drépanocytose, vous voyez, malgré tout ça, on vit avec, vous savez, comment reconnaître la maladie? Comment reconnaître? C'est quoi les symptômes? C'est quoi les symptômes? Vous, les drépanocytaires, les médecins dans la salle. Et c'est quoi les symptômes? Voilà. Tu as des douleurs articulaires, tu es tout le temps fatigué. Le drépanocytaire, tu le vois partout, il est tout le temps fatigué. Tu as l'impression que l'esclavage qu'on a fait là, c'est son corps qu'on a prêté et puis on a fait. Et puis, c'est-à-dire, le gars, même, il est fatigué de manger, il est fatigué de se lever. Parfois, quand tu m'appelles, je ne décroche pas, je suis fatigué de parler au téléphone. Souvent, tu vois le drépanocytaire, même pour vivre, il est fatigué. Et il a la paresse. Quand vous avez un enfant paresseux dans votre famille, allez-y faire le test. La drépanocytose est collée avec la paresse. C'est-à-dire, le drépanocytaire, si tu vois qu'il y a beaucoup de drépanocytaires qui sont célibataires, ils ont la paresse de se marier. Non, c'est-à-dire, tu sens que aimer, c'est un travail pour eux. Et tu vois, il y a des douleurs partout, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas t'aimer et lutter contre la douleur. C'est-à-dire, il faut mélanger les deux là. Donc, parfois, ceux qui se marient, les drépanocytaires, il faut savoir que c'est des gens qui prennent des risques. Et puis, les personnes aussi qui se marient avec des drépanocytaires, vous pouvez jouer au loto. Hein. Quelqu'un qui peut mourir à tout moment. Tu prends le risque, tu te dis, non, je vais tenter ma chance. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, c'est pour vous dire que les symptômes varient selon la personne. Donc, vous savez, les drépanocytaires, voilà, on va faire quelques témoignages. Qui va me dire un truc en 2 mots? Tu lèves la main, tu me dis ce que tu subis avec la drépanocytose. En 2 mots, 2, 3 mots. Vas-y. Moi, ce que je subis avec la drépanocytose, je suis souvent discriminée. Ça fait 6 mots. Dior. On te dit 2 mots. 2 mots. Anémie, rhumatisme. Fatigue, stress. Quoi? Qui a dit Goumen? Ça a quoi à voir? Vous savez, il y a tout ça, mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on prend les médicaments, parfois, il y a trop d'effets secondaires. L'effet secondaire des médicaments, c'est dévastateur dans le corps. Parce que la drépanocytose, on peut te donner un médicament, on te donne un autre médicament qui lutte contre les effets secondaires de ce médicament. Après, on te donne un autre médicament qui lutte contre les effets secondaires du médicament qu'on t'a donné pour lutter contre les effets secondaires du premier médicament. Et ainsi de suite, après, tu te retrouves avec 20 médicaments pour une seule douleur. Moi, à un moment donné, j'ai pris un médicament, je vous le jure, hein, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Je me demandais c'était quoi. J'ai commencé à avoir, j'ai tellement eu de problèmes à un moment, je me suis dit, attends, je vais lire la notice pour voir si je n'ai pas les effets secondaires. Je prends la notice, je lis, c'est là que je me rends compte que j'ai tous les effets secondaires. C'est-à-dire, on a dit dedans, un gonflement de visage. Mon visage n'était pas gonflé, c'était un ballon. Les gens me voyaient de loin, ah, tu as grossi. Hein, tu as grossi. Souvent, on dit éclaircissement de la peau. Quand les Congolais me voyaient, ils sont étonnés. Ils disent, hey, mon ami, Ezalaka, tu as trouvé le secret du tchatcho et puis tu ne dis pas. J'étais devenu blanc. Moi, quand je me regarde, je dis, tu es qui? Non, et puis, on te dit, éruption cutanée, c'est-à-dire les boutons sortent de ton corps. Je n'avais pas de boutons, j'avais des écailles. Donc souvent, vous voyez, et l'autre effet secondaire beaucoup plus dévastateur, c'est qu'il y a la dépression. C'est que les drépanocytaires ne vous disent pas. Parfois, parce qu'on a peur de dire qu'on déprime, parce qu'en Afrique, on ne connaît pas une maladie qui s'appelle... Ça n'existe pas dans le vocabulaire. Même les médecins peuvent le témoigner. Les docteurs qui sont là, qui est une fois venu à l'hôpital pour vous dire, je suis malade, j'ai la dépression? On n'ose pas. Même les femmes mariées qui souffrent, elles vont appeler les parents. Ah, on me frappe ici,
Ah, il faut rester là-bas. La dépression n'est pas prise en compte. Et moi, comme j'ai fait 2 jours en France, j'ai connu la dépression. Ah ben oui, vous allez souffrir avec la France. Aucune humilité. Donc je vous dis, moi j'ai souffert parce qu'il y a des médicaments qu'on appelle le tramadol. La seule différence entre le tramadol et puis la weed, c'est dire droguer les fumes là, c'est la fumée. Quand tu prends, tu te sens jamaïcain. Tu as la douleur jusqu'à ce que tu prends le médicament là. Toi-même tu disparais avec ta douleur. Tu n'es plus là, tu planes. Donc, moi j'ai développé une dépendance parce que j'ai fait 12 jours sous tramadol intraveineuse. C'est-à-dire, dans les nerfs, on t'invite. Moi, je fumais, je ne buvais pas, on met dans le corps. Donc, quand on m'a levé ça, j'ai dit, moi, mais je venais à la pharmacie, j'ai honte, mais il dit, tramadol encore. Il dit, mais monsieur, vous prenez ça comment? J'ai dit, non, hibou quoi. Non, à un moment donné, tu prends tellement, quand ça te lâche, tu déprimes. Et quand on décide de se sévrer, on ne prend plus, la dépression t'envahit. Et c'est là le problème. Moi, je suis allé à l'hôpital parce que dépression en Afrique, nous, on pense que c'est un truc de blanc. C'est le blanc, quelqu'un va venir à l'hôpital comme ça, mon enfant déprime. Et la raison, c'est que l'enfant est rentré dans la cuisine, il a fait tomber un œuf, l'œuf est cassé, son papa dit, oh Jean-Michel, c'est pas comme ça. L'enfant, il pleure 2 mois, il déprime. On l'envoie, c'est un psy. Le psy, il est payé pour écouter ces gens d'enfants-là. L'enfant, il vient s'asseoir, le psy, dans tout son sérieux, il s'assoit, il écoute l'enfant. Alors Jean-Michel, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Jean-Michel? J'étais dans la cuisine, j'ai vu mon père, et l'œuf est tombé, je vois encore l'œuf. Je vois le regard de mon père, j'entends sa voix, Jean-Michel. Le psy, il ne peut pas rire. Il se concentre, il a envie de rigoler, mais il ne peut pas, il est payé. Il fait, oh c'est triste, c'est triste. Oh, quelle tristesse. Alors Jean-Michel, dis-moi, alors maintenant on va faire un exercice. Tu vas fermer les yeux. Imagine que l'œuf se transforme en un coq. Et le coq, il se transforme en un aigle. Et l'aigle vole. Et l'aigle tombe dans un océan. Imagine que c'est ton papa et le requin le mange. Et l'enfant est tout content, il sourit. Il est guéri. Moi, je viens comme ça en Afrique, je viens à l'hôpital, je dis, les médecins qui sont là, ils peuvent témoigner. Je viens à l'hôpital, et l'hôpital dans lequel je suis allé, c'est un hôpital de bas quartier. Il y a un seul médecin là-bas, c'est lui qui est tout. Il est vigile, il est urgentiste, il est laborantin, il est chirurgien, il fait tout. Le gars, il était débordé. Moi, j'arrive à l'hôpital là-bas, je rentre, lui-même, il était déjà sous tension même. Je vous le dis, il faut le voir. J'arrive, je suis arrêté au loin là-bas. Au moment où je vais demander, le gars il est comme ça sur sa table. Il y a quelqu'un qui était couché, il est sur sa table. Alors, madame, non madame, je vous ai dit, il ne faut pas accoucher là-bas. Oh, voilà la salle d'accouchement. Attends que l'autre finisse, tu vas rentrer. Maintenant, qui était accouché, qui va prendre le bébé? Oh, mais monsieur, mais arrête de pleurer, tu es un garçon. Mais si tu as fait un accident, c'est moi qui t'ai cogné. Tu ne peux pas aller pleurer dehors. Oh, mais attendez, c'est quoi? Mais madame, vous aussi, vous avez laissé le bébé, il a vomi ici. Pourquoi le bébé vomit ici? En plus, regarde ce qu'il a mangé. Un enfant comme ça, il a quel âge? 1 an. Et il mange haricots avec œufs. En plus, vous le mettez un pampers. Mais si ça ne sort pas en bas, ça va sortir en haut. Mais madame, ça c'est un assassinat que vous commettez. Non mais c'est pas... À ce moment, moi je suis arrêté au loin là-bas. J'ai voyé, il me dit, mais monsieur vous, il y a quoi? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ah, qui? Moi? Hein? Au moment où je suis en train de me chercher pour lutter avec lui, il me dit, venez m'aider, attrapez le gars là. Il est en train d'opérer quelqu'un. Moi je suis venu pour dépression. Il dit, attrapez son pied. Il dit, bon, j'attrape le pied du gars comme ça. Il dit, attrapez bien. Il n'y a pas d'anesthésien. Je l'ai donné somnifère, il refuse de dormir. Attrapez bien. Donc, moi, j'attrape. Il est en train d'ouvrir le ventre, il dit, passez le marteau. Donnez le marteau. Voilà. Si j'attrape ici, vous tapez fort. J'attrape sa bouche. Moi, je suis là pour dépression. Le gars, il est en train d'étouffer. L'autre, il dit, vous êtes là pourquoi? Qui, moi? Non. C'est la boutique, je voulais acheter l'eau.
Non, mais à quel moment tu dis en Afrique ici que tu déprimes? Non, c'est-à-dire, ça ne fait pas partie de nos programmes. Et pourtant, envoyez-moi l'eau, s'il vous plaît. On ne peut pas parler de drépanocytose, il n'y a pas l'eau à côté. C'est quelle organisation ça? Nous, il faut qu'on noie les globules rouges là, jusqu'à ils vont oublier. Envoyez, rapidement. Envoyez 4 bouteilles d'eau. La fille là aussi a soif. Voilà, donc vous dire que drépano, souvent les gens comparent la drépanocytose avec les autres maladies, telles que le rhumatisme. Ils sont même pères, mais ils ne sont pas même mères. Le rhumatisme a son papa à part. C'est-à-dire qu'en comparaison plus facile, drépanocytose avec rhumatisme, c'est comme la pauvreté et la misère. Quand tu es pauvre, tu as un peu d'espoir. Mais quand tu es dans la misère, c'est-à-dire que tu es là. Dans la vie, tu es là. Parfois, on ne sait même pas que tu es là. Dans aucune réunion de famille, tu n'es convoqué. Et puis souvent, c'est les gens qui sont dans les misères, la façon ils aiment prendre la parole. Un peu seulement, voilà, non, attendez, ton petit frère parle, tu parles. Non, infirmier. Non, toi aussi. Tu es bien formé. Qui t'a formé? Non, ça c'est quelle formation ça? Il faut respirer. C'est la pause publicitaire. Bois encore. On va applaudir jusqu'à j'ai fini. Souvent on compare même, on donne l'importance à certaines maladies. Et qu'on dit en boubouda, il y a tant de boubouda. Tiens, il y a bouton. Voilà, souvent on compare drépanocytose avec les autres maladies telles que les maladies qu'on donne beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de valeurs qui n'ont pas la même portée. Parfois même Covid-19. Covid, simple rhume. Dans tous les médias. Tous les médias. Pourtant, Covid, c'est pas. On dit c'est une maladie qui s'attaque à la gorge. Pourtant, quand tu vois ce qui passe dans la gorge de pauvres, à quel moment la maladie, elle va avoir le temps de se bloquer là-bas? Mais c'était devenu un business. Même à la mosquée, les imams, même ils faisaient. C'est-à-dire, il y a un artiste qui est venu là-bas pour donner l'argent. L'imam, je vous le dis, il a fait Douaou en Covid. Attends, je vous donne un exemple. Si je vous donne Douaou, faites comme si c'est vous l'artiste. L'artiste, il voulait évoluer quoi. Il allait donner l'argent à l'imam. Faites comme si c'est vous l'artiste. Quand je fais le Douaou, vous dites Amen. Hein? Que Dieu te donne le succès de coronavirus. Non, il faut dire Amen seulement. Que Dieu vous donne le succès de coronavirus. Que tu tues sur scène comme Corona tue dans le monde. Que Dieu mette une bavette dans la bouche de tes ennemis. Enfin, qu'ils puissent rester éloignés de toi. Que tes ennemis soient mis en quarantaine. Amen. Non, votre Amen n'est pas fort. Que tes ennemis soient mis en quarantaine. Amen. Voilà que la richesse reste avec toi comme une épidémie. Amen. Parfois même qu'elle reste avec toi comme des siècles, comme une pandémie. Amen. Voilà. C'est pour vous dire que les gens là, ils avaient plus de visibilité que cette maladie. Covid, 2-3 piqûres, tu es guéri. Mais, c'est-à-dire quand tu nais avec la drépanocytose, c'est pour la vie. C'est comme la pauvreté. C'est comme la misère même. La pauvreté, tu peux t'en sortir. Mais Covid, tu vas durer dedans. Souvent, en Afrique, tellement que c'est compliqué, même pour avoir des médicaments, on préfère faire du recours aux médicaments traditionnels. Il y a des gens qui te disent, il faut manger un chacal. Je vous le dis, les peuples, ils disent qu'il faut manger chacal. Pourtant, quand tu connais l'histoire du chacal, tu vas savoir que ça ne peut pas guérir quelqu'un. Le chacal, quand tu regardes les documentaires, c'est un animal paresseux. Quand les autres animaux finissent de manger, c'est là lui aussi il vient y manger. À quel moment, lui, il va te soigner? Et puis, en Afrique, vous savez, surtout dans les familles pauvres, où nous on a grandi, c'est que la viande, si ce n'est pas, les jours de fête, c'est qu'on a reçu étranger. C'est ce jour-là, on prépare la viande pour manger. Et quelqu'un te dit,
Un seul enfant doit manger un chacal entier. Le chacal, c'est 32 kilos. Ce jour-là, tout le monde va boiter dans la maison. Nous tous, on a Covid. Nous tous, on a drépano. Non, c'est pour vous dire, c'est pas facile de vivre avec la maladie. Et parfois, même, il y en a qui n'ont pas l'argent, ils vont voir des marabouts pour se soigner. Oui, le marabout, quand il te reçoit, il ne va jamais te dire qu'il ne connaît pas. Dès que tu arrives seulement, il dit, ah, je savais que tu venais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'envoie, mais je savais. Tu t'assois, tu expliques ton problème, et le gars te dit, il y a une femme chez Bouka. Il y a toujours une femme. Il y a toujours une femme. Il y a une femme chez vous. Il n'y a pas de femme, mais il y a un homme. Il n'y a pas homme. Hein? Ah, voilà, il y a un enfant là-bas. Il n'y a pas un enfant. À votre voisin. Mais vous vivez avec qui? C'est-à-dire, quand tu décides, jusqu'après, il te dit non, voilà, tu sais ce qui s'est passé. C'est qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a vendu ton enfant, tu as vendu l'âme de ton enfant à un génie soussou. Le génie soussou, il prend l'âme de ton enfant pour jouer au ballon. Donc, si tu ne luttes pas pour récupérer l'âme de ton enfant, lui, il va vendre ça à un génie malinqué, il va vendre en pièces détachées. Non, c'est pourquoi souvent, tu vois, certains ils luttent, ils te disent non, si c'est comme ça, nous préférons chercher comment on va nous évacuer en Europe. Là-bas, au moins, on a une chance. Mais le blanc, tellement on a menti au blanc, il ne croit plus. Quand les gens viennent chercher les visas, par exemple, c'est trop compliqué. Le blanc, il te croit, mais c'est nous-mêmes. On invente des raisons. Qui a menti ici pour avoir visa? Hein, tu mens, tu donnes une raison. Tu donnes une raison, tu sais que tu mens. Et moi, j'ai un ami là, même petit de Bambeto, il vient là-bas, Tcherno. Il vient demander le visa. Et comme il a entendu dans les journaux là, que non, les hommes qui sont un peu, tu vois, les hommes comme ça là. Il ne peut pas dire son nom ici. Les hommes là, comme ça là. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. On dit que ceux-là, ils gagnent le visa facilement. Donc, Tcherno, il a terté visa 20 ans, il n'a pas eu. Il voit ça au journal, il dit, ah, Abi Mitanto Yadou Nokati. Il se lève, il vient à l'ambassade. On dit, Tcherno, assis-toi, Tcherno, s'assoit comme ça. On dit, oui, qu'est-ce que tu veux aller faire en France? Il dit, on me persécute. On dit, pourquoi on te persécute? C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire ça, je suis ça. Le blanc dit, tu es quoi? Il dit, je suis... On dit, tu es quoi? Le blanc dit, il dit, mais je vous dis que je suis ça. Le blanc dit, oh, il dit, voilà, ça même. Le blanc dit, oh là là, le pauvre. Pourtant, tu es mignon, hein? Alors, on peut finir cette discussion à mon hôtel, s'il te plaît? Tu as dit à ce vidéo de John Hambo. C'est pour vous dire que, souvent à cause des mensonges comme ça, on se retrouve dans des problèmes dont on ne sait même pas l'importance. Donc du coup, quand ça ne marche pas comme ça à l'ambassade, il y en a qui préfèrent passer par la mer et puis ils arrivent en Europe. Et quand tu arrives là-bas, ce que tu as fait ici, tu vas affronter parce que le blanc il est organisé partout. Quand tu arrives là-bas, ils te reçoivent, ils vont te recenser. C'est comme ça, nous on a notre voisin, un vieux, il est passé par la mer, il arrive en Europe, et puis on le recense dans un centre. Mais le gars qui l'a reçu pour le recenser, le demande. Mais Africain n'a pas honte souvent. Il vient, il s'assoit, il regarde le blanc, un vieux. Il est plus vieux que Makelele. Il vient, il s'assoit, le blanc le demande. Alors messieurs, vous appelez comment? Alors le blanc il note, vous avez quel âge? Le bien, il regarde le blanc. Il dit, j'ai 14 ans. Le blanc a pitié, le blanc dit, oh là là, il a la progeria. C'est une maladie qui accélère le vieillissement. Il dit, il a fait un vieillissement prématuré. Oh le pauvre. Oh, Michel, tu le confies à Alassane. Alassane, c'est un autre petit. Malheureusement pour le vieux, qui est son neveu qui est allé là-bas, qui a tellement duré, c'est lui qui contrôle maintenant. Et c'est son neveu qui contrôle maintenant le vieux. Donc, le petit, le vieux, l'a tellement maltraité ici.
Le petit est allé là-bas. Le vieux maintenant, c'est lui qui contrôle. C'est revanche. Pendant que le vieux se lève, elle dit 6 heures. Il vient dans les oreilles du vieux. Alors, Mamadou, on se lève, Mamadou. C'est l'heure du footing. Le vieux se lève fatigué. Il dit, toi, tu as dit que tu as 16 ans. Tu as 14 ans. Il va te donner le travail des enfants de 14 ans. Donc, il met le vieux avec les enfants et puis il commence à faire le footing. À un moment donné, le vieux, il marche. Il dit, Mamadou, tu cours. Tu t'arrêtes pas. Le vieux sait que c'est son neveu. Il sait ce qui doit arriver si c'était au pays. Mais il ne peut pas. S'il le frappe, on va savoir qu'il est âgé. Donc, souvent, il vient le vieux avec des enfants de 14 ans pour jouer au foot. Même quand on tacle le vieux ne peut pas rendre. Faut pas, si tu rends, on va dire, ah, donc tu n'es pas un enfant. Donc, le vieux, il est fatigué. Il vient s'asseoir. Au moment où il veut se reposer un peu, Mamadou vient. Alors, viens, c'est l'heure de goûter. Un vieux qui doit manger riz 2 km. Il a dit, il prend un petit pot de yaourt, une banane. Allez, c'est bon pour le croissant, la croissance. Tu vas avoir les os qui vont avoir de la forme. Le vieux, il prend banane avec yaourt, il mange. Il se cache, il prend un téléphone, il va appeler au pays, au moins pour appeler sa femme. Le gars, il vient, il le trouve là-bas. Non, Mamadou, on n'a dit pas de téléphone. Tu donnes le téléphone. Il prend le téléphone du vieux, le vieux s'arrête comme ça. Il dit, il va aller se coucher pour dormir. C'est à ce moment, le petit, il vient, il s'arrête. Il s'assoit au chevet du lit avec le vieux. Alors, Mamadou, c'est l'heure des histoires. Le vieux le regarde. C'est l'heure des histoires. Un vieux africain. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de dormir énervé déjà, naturellement. Tu viens, tu dis, tu vas lire des histoires à ces vieux-là. Le vieux même, il a oublié qu'il était clandestin. Il dit, non, c'est là que le petit s'est rappelé que c'est son oncle. Là, c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Très compliqué. Et tu sais, pourquoi nous on vient aller chez les Blancs? Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont travaillé. Ils ont la médecine. Le Blanc n'a plus de problèmes. Les problèmes qu'on rencontre ici, ils n'ont plus ces problèmes. Genre, l'hémorroïde, les vilaines maladies là. L'hémorroïde, gastrique. Ça, c'est une maladie de faim. La plupart des filles de Koza, ils ont gastrique. C'est comme ça. Ça, c'est la faim. Mais le Blanc, il a tellement travaillé dans la médecine qu'il a dépassé tous ces niveaux-là. Maintenant, il a un niveau de vie où il s'inquiète comment être joli. C'est lui, il fait chirurgie esthétique. Mon nez est penché, je le redresse. Je n'ai pas de fesses, je mets 4 kilos. C'est-à-dire, tu sens que les gars n'ont plus de problème. Ils sont arrivés même à un niveau où ils font la transplantation des cœurs. C'est-à-dire, toi, ton cœur est gâté. On prend le cœur de quelqu'un qui veut mourir, mais son cœur est encore bien bon. Comme dans les voitures, on prend le moteur d'une voiture. Et puis, on met le cœur de ce monsieur qui voulait mourir là. On prend ce cœur-là, on te met. Mais moi, j'ai vu le documentaire, je me suis demandé. Par exemple, si on prend le cœur de ce gars-là, et puis on te met, ça vient avec ce problème. Genre, peut-être le gars aimait une fille qui aime frapper quelqu'un. Tu te réveilles, tu la cherches. Ou soit je me suis dit, imaginez que ça arrive en Guinée. Et puis il y a un peul qui dort, on le met le cœur d'un malinqué. Le gars il se réveille naturellement, le moment il doit être humble, il doit marcher comme ça. Mais il a le cœur d'un malinqué maintenant. L'humilité est dans sa tête, mais pas dans son cœur. La boutique, il a 12 millions comme capital. Il prend les 12 millions, il met 1 million de crédit dessus, il achète iPhone. Pour communiquer, basé 5 mètres, il n'est plus peur. L'humilité la fuit. Mais ça, imaginez même toi, tu te réveilles un matin, tu n'as pas la force, on t'a mis le cœur d'un boxeur. Moi, je ne sais pas ce genre de médecine-là, s'ils ont pensé à tout ça. Moi, je me demande comment ce cœur-là, ça vient dans ton cœur.
Parce qu'on dit on aime avec le cœur. Moi, je n'aime pas toguer. Tu me mets la tête de quelqu'un qui aime toguer. Mais attends, c'est difficile. Mais là où c'est absurde, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau où j'ai vu encore une autre vidéo où on dit les Chinois, maintenant ils sont capables de transplanter une tête. Attirez-nous, c'est bon. Viens, je vais rentrer. Moi, j'avais dit aux répétitions qu'ils n'allaient pas me croire. Je savais. Moi, je vous ai dit, la partie, on n'a qu'à lever. On n'a qu'à mettre le bras. Moi, j'ai vu la vidéo. Je vous dis, regarde la tête que vous faites. J'ai dit, la transplantation. Moi, je me suis imaginé, c'est quand même bizarre. Quelqu'un, peut-être qu'il a fait un accident. La tête est abîmée. On ne peut plus l'utiliser. Mais il n'est pas bien mort. C'est si vous allez écouter vous. Qui a dit que c'est faux? Il y a des gens sans tête. En Chine, ça existe. Les Chinois ont créé ça. Bon, imaginez ce gars-là, il se couche, il a un accident, la tête est un peu gâtée. Maintenant, l'autre gars, il est couché, il a fait un accident, c'est le corps qui est gâté, mais la tête est encore un peu en vie. Non, imagine, mets-toi un peu dans un dessin animé. Imagine un peu, parce qu'on a dit c'est possible. Donc maintenant, le gars qui son corps est un peu gâté, on ne peut plus l'utiliser. On prend la tête du gars, lui sa tête est encore bonne. Donc on prend la tête là, on met sur le monsieur dont la tête est gâtée. Donc lui, entre les deux là, la question existentielle, philosophique, qui en a sauvé? C'est pour qui la vie là? Bon, imagine, toi, tu te réveilles, tu étais à l'hôpital, on te fait réveiller, on te dépose sur un fauteuil roulant comme ça, on te pousse jusqu'à devant un miroir. Normalement, il y a deux personnes devant le miroir. Il y a en bas, c'est-à-dire quand tu regardes, tu sens que le bras, ce n'est pas pour toi. Tu sens que tout ça, ce n'est pas pour toi. Et le corps aussi, je me demande, est-ce qu'il voit la tête? Est-ce qu'il voit la tête qu'il a? Bon, imagine toi-même, tu dors comme ça, tu étais un peu intelligent. Tu te réveilles, on t'a mis la tête de quelqu'un qui est bête. Tu fais comment? La tête, mais ce qui est compliqué dans ça, imaginez la famille qui vient rendre visite à ces malades-là. C'est qui doit venir rendre visite à ces gars-là? C'est la famille de la tête ou bien la famille du corps? Bon, et les deux viennent, chacun veut rentrer avec son parent. Et non mais t'imagines, parce que il va faire une semaine chez l'autre, il fait une semaine chez l'autre. Parce que de toute façon, il y a deux personnes là maintenant. Non mais moi, c'est pourquoi en parlant de visites à l'hôpital, je déteste les visites. Non, j'aime pas qu'on me visite à l'hôpital. Parce que les gens qui viennent là-bas, c'est tous des gens qui ont la poisse. Parfois, et puis, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas leur bouche. Il ne peut pas attraper les... Quand tu viens trouver quelqu'un, on a mis sérum, on a mis le sang, on a mis tout, et puis tu viens, tu parles au téléphone là-bas. Alors, je suis à l'hôpital. Je pense pas, hein? Parce que il respire. Docteur, il respire. Tant qu'il est couché là, tu sens que le gars, il ne va pas venir pour toi. Il y a quand même des familles qui viennent. Moi, par exemple, récemment, quand j'étais hospitalisé, il y a mon oncle qui vend des friperies. Il est venu, il m'a amené un drap. J'ai ma tante qui a un restaurant, elle est venue, elle m'a amené la nourriture. Maintenant, on a un voisin, lui, il vend des cercueils. Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, c'est quoi son projet? Non, c'est le genre de personne n'a envie d'être ami avec eux. Même les vendeurs de cercueils, eux-mêmes, ils ont honte de leur travail.
Qui a une fois vu quelqu'un qui vend des cercueils, qui fait la publicité, genre 2 cercueils achetés, 1 offert? Qui a une fois vu ça? Eux-mêmes, leur travail, ils ne respectent pas ça. Quand tu vas vendre des cercueils quelque part, c'est que ça ne sent pas bon. Et puis tu vois, moi j'étais couché comme ça, je le vois, il cause avec le médecin et puis il fait la tête comme ça. J'ai dit, médecin, lui là, est-ce que tu peux le faire sortir? Non, j'ai flash. C'est pourquoi moi, parce que nous les drépanocytaires, c'est pas parce qu'on est à côté de la mort, c'est vrai, on n'a pas peur de la mort. Hein. On sait qu'on va mourir, mais peut-être on va un peu après. Pas maintenant. Tout le monde a. Moi que vous voyez là, il y a un médecin qui me suivait, j'étais très longtemps, j'étais petit. Il a dit à mes parents que votre enfant, ça fait plus de 20 ans, hein, que s'il va vivre, il a maximum jusqu'à 2018. On en dirait. Moi j'étais couché dans la salle là-bas, et puis il parle à haute voix. Il dit non, votre enfant qui est là, parce que Michel qui était là, il est mort, l'autre qui était là, il est mort. Moi j'étais dans une salle de drépanocytaires comme ça. Chaque jour on vient, on prend et on sort. Chaque jour on vient, on prend un sort. Je dis à mon papa, c'est pas mieux, on va à la maison. C'est là le médecin dit au gars, non, okay, lui, si tu peux le laisser, parce que lui, il en a maximum jusqu'à 2018. Bon, en 2022, là, j'étais à son enterrement. Bon, j'ai dit à son enfant, tu vois, ton papa, il était visionnaire, il voyait, mais il ne voyait pas pour lui. Non, on ne veut pas mourir parce qu'à l'heure là, actuellement, mourir c'est risqué. Hein? Si tu mourir coûte cher. Alors là, une place au cimetière, c'est très cher. C'est mieux que comme parcelle. Alors que tu ne vis pas. C'est-à-dire, actuellement, mourir, tu dépenses plus dans ton cadavre encore que ton vivant. On dit pour retirer le cadavre, c'est 3 millions. Tu dis ça un peu. Déjà, il n'a pas dépensé 200 000 pour soigner le gars. Il dit à Wadjo qui t'est moto. Non, c'est mourir est risqué. Et puis il y a des gens qui viennent à des enterrements maintenant, ils ne viennent plus pour consoler les familles et pleurer. Ils viennent pour te filmer, pour publier. Non, même pas pour manger seulement. Ils font pour emporter même. Il y a des gens qui n'ont pas. Quand tu viens à funérailles, tu fais emporter. Il y a des gens, ils filment les gens. Il y a des gens même qui viennent à les funérailles pour provoquer des palabres. Donc, il y a des gens, ils viennent à les funérailles, ils pleurent, dans leurs pleurs là, ils font des enquêtes. Qu'est-ce qu'il y a tué? Ils vont faire des enquêtes. Ils vont, oui, bon, si tu as l'information, ça va faire quoi? Et puis dans les pleurs là, il y a une qui répond même. Ils sont écoutez, c'est comme ça qu'elle pleure jusqu'à créer des problèmes. Elle pleure et dit oui, qui avait écrit que lui là, il allait mourir pour laisser son grand-père ici. Faut voir son grand-père, il est assis là-bas. Profite de cette journée. Pas tu m'as connu. La grand-mère, personne ne l'a calqué dans la maison. Quand c'est comme moi, comme il y a des mots. Non, mourir est trop risqué à l'heure là. Si tu meurs à l'heure là, on ils vont te faire souffrir. Il faut voir dans après pour mourir. On n'a pas peur de la mort parce que nous, on a intégré que la mort fait partie de la vie. Parce qu'on accepte la douleur faisant partie de l'aventure. Donc, la mort aussi fait partie de l'aventure.